Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. J'ai l'impression d'être une youtubeuse, ça fait super bizarre. Mais je me suis dit que j'allais vous faire cette petite vidéo pour vous aider à comprendre tout simplement le métabolisme. Parce que moi, il faut savoir que je le dessinais tout le temps. Et en fait, j'aime trop le format de tuto rentrée, de vous montrer les cours dans la vraie vie. Mais du coup, on peut pas le maintenir toute l'année. Et avec mes co-tutes, on a eu un peu cette idée-là. Julien, il vous a fait des vidéos, je vous invite vraiment à aller les voir parce que ça aide de fou. Et du coup, moi je voulais le faire aussi pour mes cours. Donc voilà, tout ce qui est métabolique, je vais essayer de vous le faire et de vous le sortir vite en vidéo. Je vais vous le faire avec la petite ardoise. Voilà, la suite de la vidéo, ce sera ça. Mais globalement, c'est mes conseils pour réussir la bioche métabo. Regardez la vidéo, apprenez en même temps, refaites-le chez vous. Enfin, vraiment, vous êtes libre. De toute façon, vous vous connaissez et vous savez comment je rentre les choses en général. Donc voilà, aujourd'hui, on commence par la lipogénèse. Un cours assez simple, franchement. Il est plutôt sympa pour débuter, assez compréhensible, c'est assez logique. Et globalement, la fiche est pas très longue. Je vous laisse suivre au fur et à mesure. Voilà, je vais essayer de vous sortir un petit DM, des petits QCM par rapport à ça. Et des petits trucs par rapport aux annales. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage. J'espère que cette vidéo, elle vous aidera un petit peu. Et bah voilà, je vous laisse avec la suite et mon ardoise. On passe sur l'ardoise. Donc la lipogénèse, qu'est-ce que c'est? On va d'abord commencer, comme dans mon cours, par une petite introduction. Donc si vous voulez, vous pouvez suivre en même temps sur du coup mon cours ou sur vos fiches, peu importe, le support, même l'ardoise, vous le faites en même temps que moi, c'est comme vous voulez. Ça, c'est vraiment pour que vous compreniez mieux. Donc, on commence par l'introduction. Ça va nous servir quand, cette lipogénèse? Et bien en fait, on va manger. Donc après un grand repas, on va avoir, donc quand on mange, on a du glucose qui arrive. Et ce glucose, il est parfois, et la plupart du temps, bien supérieur à nos besoins instantanés énergétiques. Donc dans ces cas-là, le glucose, les glucides en excès, vont avoir besoin d'être stockés. Donc pour ça, ce stock, il va se faire en deux temps. Le premier temps, c'est ce qu'on appelle la glycogénogénèse. La glycogénogénèse, en fait, c'est un stock sous forme de glycogène. Le glycogène, c'est du glucose qui va être assemblé. Ça, vous le revoyez avec le métabolisme glucidique. Donc la glycogénogénèse, elle est formée sous le stock de glycogène. Le problème, c'est qu'elle est limitée. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, on ne peut plus le faire, ça prend trop de place dans notre organisme. Donc notre corps va dire « Ok, j'arrête la glycogénogénèse. Maintenant, il me faut une autre forme de stock pour pouvoir stocker tout mon glucide en trop, tous mes glucides en trop. » Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser notre fameuse lipogénèse. Donc notre lipogénèse, c'est une forme de stockage des graisses, ok? Donc le glucose qui était en trop, on l'a stocké sous forme de glycogène. Celui qui est limité, donc celui qui n'a pas pu se faire en glycogène, va emprunter la voie de la lipogénèse pour être stocké sous forme de graisse. Ces graisses, c'est ce qu'on appelle les triglycérides. Voilà, donc on les appelle les triglycérides ou alors les triacylglycérides. Les triacylglycérides, c'est la même chose, les tags triglycérides, triacylglycérides. Ok, donc dans ces cas-là, où est-ce qu'on va le stocker? On va le stocker dans le tissu adipeux. Le tissu adipeux, c'est votre graisse que vous avez dans votre corps. Là, c'est lui, typiquement, c'est du tissu adipeux. Ce qui est important à comprendre ici, c'est que ça, c'est limité, la glycogénogénèse, et que la lipogénèse, elle est illimitée. Ça veut dire qu'on peut stocker, et c'est dans ces cas-là, en gros aussi, si on a pris beaucoup trop de graisse, mais cette forme-là, elle est illimitée. Est-ce que dans le cours, on va dire, et on rappelle, on l'avait vu dans l'introduction, c'est que 1 gramme de lipides, ça vaut à 9 kilocalories. Alors que pour les sucres, rappelez-vous, 1 gramme de glucose, ça équivaut à, j'espère que vous l'avez, c'est 4 kilocalories. Et c'est la même chose pour les protéines, c'est aussi 4 kilocalories. Bref, tout ça pour dire que nos lipides, c'est ceux qui ont le plus de stockage, ok? Donc ça, c'est hyper important à comprendre parce que la masse graisseuse, le prof nous dit que c'est à peu près 20% du poids de notre corps, ok? Ce qu'on stocke sous forme de graisse dans notre tissu adipeux, c'est 20% du poids corporel pour un poids d'à peu près 80 kg, ok? Et ça représente 16 kg de lipides, ok? Je vous marque lip. 16 kg de lipides dans notre corps, ok? Donc, pour la même quantité de ces 16 kg, si on l'avait fait sous forme de glycogène, si on l'avait fait sous forme
du coup de glucose stocké dans notre première voie qui est limitée, pardon, dans ces cas-là, on n'aurait pas eu 16 kilos dans notre corps, mais 110 kilos. Donc vous voyez bien que grâce au stockage des lipides, ça permet de prendre un poids beaucoup plus faible. Vous imaginez si on pesait 110 kilos parce qu'on stocke du glucose, ce serait énorme. Donc vraiment, les lipides, c'est une voie très pratique pour pouvoir stocker énormément. Voilà, donc ce qu'il faut retenir un peu pour cette introduction. Donc maintenant, on va voir un petit peu l'objectif de la lipogénèse, comment est-ce qu'elle fonctionne. En fait, la lipogénèse, c'est la biosynthèse des acides gras dans notre corps. Ils vont être fabriqués où? Alors, on va nous dire que principalement, c'est dans le cytoplasme. Ça, s'il vous plaît, retenez-le. Cette voie, elle se fait vraiment... Vous allez avoir de toute façon une partie cytoplasmique et une partie mitochondriale. Mais nous, on le fabrique dans le cytoplasme. Le cytoplasme, où? Donc, on l'a dans le foie. On l'a aussi dans la glande mammaire lactante, du coup, le sein de la femme. Ok, je vous marque mammaire comme ça. Et lactante, c'est quand on produit du lait. Voilà, donc quand la femme est enceinte. Et plus faiblement, donc là je vous mets comme ça, parce que c'est plus faible, donc je vais vous mettre un petit moins, dans le tissu adipeux. Ok, tissu adipeux, moi je le marque comme ça. Voilà, donc on retient bien que le tissu adipeux, en fait, il nous sert à quoi? Il nous sert au stock. Ça, on l'a vu tout à l'heure. En fait, on ne va pas vraiment faire de la biosynthèse dans le tissu adipeux parce que c'est ici que sont stockés du coup nos TG et nos tags. Ok? Ça, on se rappelle, c'est la même chose. Les triglycérides, ils sont stockés dans le tissu adipeux. Donc dans le tissu adipeux, on va plutôt avoir du stockage et pas trop de la synthèse d'acides gras. Ok? Parce qu'on en a déjà. Voilà. Donc le stockage énergétique sous forme de lipides, bon ça on en a beaucoup parlé déjà, mais ça a quel avantage? Du coup, ça a un avantage que ça va générer déjà plus d'énergie. Donc quand on va avoir besoin d'énergie, quand on va avoir besoin de casser nos liquides, n'importe quoi, de casser nos lipides pour récupérer de l'ATP, et ben en fait, ça va nous en fournir beaucoup plus, parce qu'on a vu que 1 gramme était égal à 9 kilocalories. Donc vous êtes d'accord que si je casse 1 gramme, j'obtiens plus de kilocalories que si je le faisais avec du glucose. Pourquoi? Parce qu'ils ont une chaîne aliphatique beaucoup plus longue et que du coup, on peut casser plus de carbone et faire plus de réactions pour choper de l'énergie. Ensuite, le deuxième gros avantage de ce stockage énergétique, c'est que il va pouvoir stocker en grande quantité. Ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au poids. Je vous marque grande quantité comme ça, par rapport au poids, parce qu'on avait dit que pour quelqu'un, un individu normal, entre guillemets, qui fait 80 kg, c'était 16 kg de son poids, et que si on l'avait fait sous forme de glycogène, ça aurait été 110 kg. Donc vous voyez bien qu'il y a une grande différence. Donc avantageux pour l'énergie quand on en a besoin si on veut couper du coup les molécules lipidiques. En grande quantité, ça c'est le stockage qui peut être illimité. Et donc avant de voir les 3 grandes étapes pour la lipogénèse, on va un petit peu voir ce qui se passe concrètement dans ce que je vous ai parlé. Donc on mange, on a le glucose qui arrive. Ce glucose, il est capté, digéré, absorbé, il arrive dans le sang. Je vais vous le faire en orange parce que j'ai pas de rouge là maintenant sur moi. Mais globalement, là on est dans mes vaisseaux sanguins, ok, on imagine. Ça c'est le sang, j'ai le glucose qui est dedans. Donc une fois qu'il est capté par nos cellules, il est capté par... Donc ça c'est ma cellule, je vais la faire comme ça. Tac, on reconnaît ma cellule parce qu'elle a un noyau. Tac, elle a une mitochondrie que je vous dessine comme ça avec ces petites crêtes. Hop, voilà. Donc ça, c'est ma cellule. Là, je suis dans le sang. Et ici, j'ai un transporteur que... Enfin ça, lui, il va accepter. Et j'ai un transporteur qui s'appelle GLUT. Ok. Qui va venir capter mon glucose et l'amener dans ma cellule. Voilà. Donc grâce à GLUT, j'ai mon glucose qui arrive dans ma cellule. Une fois que mon glucose est dans ma cellule, il va devoir se faire phosphoryler. Phosphoryler, ça veut dire qu'on lui ajoute un phosphate. Comment? Alors là, c'est, référez-vous à votre cours du coup sur la glycolyse, où mon glucose va devenir G6P. Ok, G6P, pourquoi? Parce qu'on lui a ajouté un phosphate dans son 6e carbone.
grâce à l'exokinase. Ça, c'est l'enzyme qui permet de faire cette réaction. Je ne vous détaille pas la réaction, ça c'est vraiment le métabolisme lipidique. On ne va pas commencer à tout détailler, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Voilà. Donc, on arrive à notre G6P. Ce G6P, il peut prendre plusieurs voies métaboliques. La première, dont on a parlé tout à l'heure, c'est la glycogénogénèse, notre première forme de stockage. Mais celle-ci, on l'a dit, on le répète, elle est limitée. Donc si elle est limitée, une fois qu'elle est limitée, on emprunte la voie de la lipogénèse. Voilà. C'est ici que ça nous intéresse. Donc qu'est-ce qui se passe quand on prend la voie de la lipogénèse? Et bien en fait, on continue donc la voie de la glycolyse et on arrive, si vous vous rappelez bien, au pyruvate. Donc à la fin, on a du pyruvate. Une fois que j'ai mon pyruvate, celui-ci va rentrer dans la mitochondrie par une enzyme spécifique, on reviendra dessus. De toute façon, ne vous en faites pas, vous avez tout un cours sur cette enzyme qui va arriver du coup, qui va permettre au pyruvate d'arriver dans ma mitochondrie. Donc une fois que mon pyruvate est dans ma mitochondrie, celui-ci va produire de l'acétyl-CoA. Donc ma mitochondrie est beaucoup trop petite. Hop, on va dire que là, on est toujours dans la mitochondrie, ok. Tac, elle va être très bizarre cette mitochondrie, mais c'est pas grave, vous aurez compris. Tac, voilà. Donc là, on est dans la mitochondrie. Ce pyruvate, il va donner, on l'a dit, de l'acétyl-CoA. On va voir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et cet acétyl-CoA va rentrer dans le cycle de Krebs, aussi appelé le cycle du citrate. Et pourquoi le cycle du citrate? Parce qu'il produit à la fin du citrate. Et ce citrate sortira de la mitochondrie pour rejoindre le cytoplasme initial et pouvoir commencer la lipogénèse pour produire des acides gras. Donc maintenant, on va voir un peu la suite. Bon, on a changé de décor, faites pas attention. Maintenant, on va voir les 3 grandes étapes de la lipogénèse. Donc, quand on regarde les 3 grandes étapes, on va les voir un petit peu plus en particulier. On va d'abord avoir en premier le transport de l'acétyl-CoA, parce qu'on a vu qu'il est fabriqué dans notre mitochondrie à partir du pyruvate, mais que la réaction, elle va se faire dans le cytoplasme, on rappelle, du foie et de la glande mammaire lactante, et un petit peu dans le tissu adipeux. Voilà, c'est des rappels du début. Ensuite, en 2, on va avoir la carboxylation de cet acétyl-CoA, donc carboxylation de cet acétyl-CoA en malonyl-CoA. Malonyl-CoA, voilà. Tac, parfait. Et ensuite, la 3e et dernière grande étape de cette lipogénèse, ça va être l'acide gras synthase, qui est un complexe enzymatique qui va nous permettre de faire ce qu'on cherchait à faire dès le début, la biosynthèse d'acides gras. Donc le transport de l'acétyl-CoA, c'est indispensable parce que ça va nous permettre de passer dans le cytoplasme. La carboxylation en malonyl-CoA, ça c'est hyper important parce qu'en fait ça va être l'enzyme clé. Ok, je vous fais une petite clé devant. Parce que sans elle, on ne va pas pouvoir réaliser notre lipogénèse. Et la biosynthèse des acides gras, c'est in fine les produits qu'on voulait faire, donc tout va bien. Lui, ça va être grâce à un complexe enzymatique. Alors les enzymes, je vais vous les faire en violet, je pense que ce sera plus simple. Donc le complexe enzymatique s'appelle acide gras synthase, que moi je vais écrire comme ça. La carboxylation, elle se fait grâce à l'acétyl-CoA carboxylase, donc acétyl-CoA carboxylase, AAC. C'est comme ça que moi je la note. N'importe quoi. Je la note ACC, acétyl-CoA carboxylase. Et on a aussi besoin d'un coenzyme. Ce coenzyme, c'est la biotine. Voilà, faut pas l'oublier parce que sans biotine, ça fonctionne pas. Et pour le premier, on va commencer par ça. Donc on va voir celui-ci en premier. C'est parti. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, on va être dans notre mitochondrie. Ok, donc là, on imagine qu'on est déjà dans notre cellule. Donc ça, c'est le cytoplasme. Ça, c'est la mitochondrie. Mitochondrie que je vais toujours représenter avec ces petites crêtes comme ça. On sait de quoi on parle. Voilà. Donc dans ma mitochondrie, j'ai eu mon pyruvate qui est arrivé. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Et ce pyruvate va pouvoir me donner de l'acétyl-CoA grâce à une enzyme. Hop, je marque acétyl-CoA. Grâce à une enzyme qui s'appelle la PDH. La PDH, c'est pour pyruvate déshydrogénase. Ok, donc cette pyruvate déshydrogénase me donne mon acétyl-CoA. Mon acétyl-CoA va pouvoir rentrer dans le cycle de Krebs. Et pour ça, on commence par une enzyme
qui s'appelle la citrate synthase. Et cette citrate synthase, donc tac, citrate synthase, voilà, je la dessine comme ça. Cette citrate synthase, elle a besoin d'oxaloacétate, je marque OAA pour oxaloacétate, qui est régénéré. Vous verrez que le cycle de Krebs, en fait, on va recréer l'oxaloacétate pour pouvoir la réutiliser. Et du coup, l'acétyl-CoA rentre, utilise le produit qui a été régénéré et hop, on sort le CoA. Si vous voulez, on lui enlève son CoA et quand on enlève son CoA, on va avoir à la fin du citrate. Le cycle du citrate, du coup, c'est logique que le citrate, ça soit un de ces produits. Pardon. On continue le cycle de Krebs pour une réaction qui est réversible et qui fait l'isocitrate. Ok, bon, jusqu'ici, on n'apprend rien. Si vous avez déjà vu le cycle de Krebs, tout va bien. Et au pire des cas, le cours sortira bientôt, ne vous en faites pas. Ensuite, on continue le cycle de Krebs pour faire l'alpha-cétoglutarate. Bon, j'insiste pas trop dessus, le but n'est pas de vous faire le cycle de Krebs, c'est vraiment juste de comprendre. Donc, l'alpha-cétoglutarate, on l'a grâce à une enzyme qui s'appelle l'isocitrate déshydrogénase. Isocitrate, je vous la marque rapidement, déshydrogénase. Et en fait, quand on a de l'ATP qui augmente, celui-ci va venir inhiber cette enzyme. Donc, quand j'ai trop d'énergie qui est créée, puisque le cycle de Krebs, son but, c'est de faire de l'ATP. Mais si j'ai trop d'ATP, il faut que je stoppe ce cycle de Krebs. Pour stopper ce cycle de Krebs, l'ATP qui augmente va venir inhiber une des enzymes de ce cycle de Krebs, et cette enzyme, c'est l'isocitrate déshydrogénase. Ainsi, on ne peut pas faire d'alpha-cétoglutarate, vous êtes d'accord? Donc, on est bloqué à l'isocitrate. Et l'isocitrate, elle a une réaction qui est réversible. Ce qui fait que elle a tendance à venir refaire du citrate. Donc si je fais du citrate dans ce sens et que dans ce sens j'en refais, ça veut dire que j'ai une augmentation du citrate dans ma mitochondrie. Et ça va faire quoi? Ça va faire que mon citrate va avoir tendance à sortir de ma mitochondrie. Donc mon citrate arrive dans le cytoplasme de ma cellule parce que lui est perméable à la membrane interne et externe. D'ailleurs, ça c'est la membrane interne de la mitochondrie et ça c'est la membrane externe de la mitochondrie. Et le citrate peut passer automatiquement. Alors que mon CoA qui a été enlevé ici, lui, il ne peut pas passer. Sinon, vous êtes d'accord que l'acétyl-CoA, on l'aurait directement mis dans le cytoplasme. Or, c'est pas possible. Parce qu'on a vu que notre lipogénèse, elle est cytoplasmique. Que l'enzyme qui débute notre lipogénèse, c'est l'acétyl-CoA. Donc il a fallu trouver une solution pour que notre acétyl-CoA apparaisse dans le cytoplasme. Et ça, c'est cette solution. Donc l'acétyl-CoA qui a été transformé en citrate, le citrate qui fait son cycle de Krebs inhibé, citrate en excès fait que citrate sort, et citrate qui sort, le but c'est de me redonner de l'acétyl-CoA. Et dans ces cas-là, on a une réaction qui est possible grâce à la citrate lyase, que je vais vous noter en violet parce que c'est une enzyme. Donc la citrate lyase, à ne pas confondre avec la citrate synthase. Ok, citrate synthase, je fais de l'acétyl-CoA pour faire du citrate. Et ici, je pars du citrate, je fais de l'acétyl-CoA grâce à la citrate lyase. Ok, on est dans l'autre sens, mais attention, c'est pas la même réaction, c'est pas la même enzyme. Et ici, on va choper un CoA pour du coup le mettre sur l'acétyl, enfin sur le citrate qui deviendra acétyl-CoA. Et tac, qu'est-ce qu'on en sort? Si vous suivez la logique, ici j'ai dû mettre de l'oxaloacétate. Donc là, j'ai de l'oxaloacétate qui est libre. Et ça, donc le transfert de phosphate, il a pu se faire grâce à une molécule d'ATP qui va donc devenir ADP plus PI. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Un autre truc qui est important de noter dans cette partie, c'est que au niveau du cytoplasme, j'ai mon oxaloacétate qui va avoir tendance à subir une réaction. Cette réaction, c'est pour redonner du malate. Le malate, c'est notre molécule. Ici, cette réaction se fait par l'enzyme qui s'appelle la malate déshydrogénase.
cytoplasmique parce qu'on est dans le cytoplasme et vous verrez que vous en avez une qui est tout pareil au niveau mitochondrial. Donc on distingue la malade déshydrogénase cytoplasmique et la malade déshydrogénase mitochondriale. Et celle-ci utilise une molécule de NADH plus H+, qui deviendra NAD+, après s'être fait oxyder. Voilà, donc ça c'est important. Et ensuite, cette molécule de malate va devenir du pyruvate. Et ça comment? Grâce à l'enzyme malique. Donc l'enzyme malique, moi je marque EM, ok? Enzyme malique. Et ici, on fait bien attention parce qu'on va utiliser non pas du NADH, mais cette fois-ci, on utilise du NADP+, qui deviendra du NADPH plus H+, et on va aussi libérer du CO2. Pourquoi? Parce qu'on fait une décarboxylation. Et cette décarboxylation va libérer du CO2. Ensuite, le pyruvate va pouvoir rejoindre la mitochondrie et repartir. Techniquement, on repart d'ici. Ok, vous l'avez compris. C'est juste que là, je ne vais pas commencer à faire plein de flèches. Mais en gros, le pyruvate redémarre d'ici. On pourrait refaire un cycle de Krebs. Donc maintenant, on arrive à la deuxième grande étape du coup de cette lipogénèse. Essayez de vous en rappeler avec moi. Donc, c'est la carboxylation de notre acétyl-CoA en malonyl-CoA. Donc là, je marque mon réactif, mon produit. On commence par ce qui est simple, on commence par ce qu'on sait. Donc voilà, mon acétyl-CoA donnera du malonyl-CoA, ça c'est le but de ma réaction. On sait que c'est mon acétyl-CoA carboxylase qui va permettre cette réaction. Et on a dit tout à l'heure, ça c'est très important, qu'elle a besoin de la biotine pour fonctionner. C'est ça, c'est son cofacteur, son coenzyme. Bref, peu importe. Du coup, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? On fait une carboxylation. Donc dans ces cas-là, on va avoir du CO2 qui va être consommé et on va avoir besoin d'une molécule d'ATP qui deviendra ADP plus PI. Voilà ce qu'il faut retenir pour ça. Cette étape, on m'a dit que c'était une étape clé. Je vous la remets là. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va dire « Ok, j'ai besoin de malonyl-CoA, donc je fais la carboxylation de l'acétyl-CoA » ou « Non, c'est bon, j'en ai assez ». Et dans ces cas-là, on ne le fait pas. C'est une étape qui est irréversible. On consomme notre ATP. C'est une étape limitante. Ok, c'est grâce à elle qu'on entre dans la lipogénèse. Et si jamais on ne la fait pas, et ben dans ces cas-là, pas de lipogénèse. Vous vous rappelez que sinon, la forme de stockage primaire du glucose, c'est la voie de la glycogénolyse. Glycogénogénèse, n'importe quoi. Glycogénogénèse, retenez bien. Et en fait, le malonyl-CoA, c'est lui qui va venir ajouter 2 carbones pour nos acides gras. Parce qu'on se rappelle que la lipogénèse, son but, c'est la biosynthèse d'acides gras. Donc on cherche à fabriquer des acides gras. Et pour faire des acides gras, on a besoin de carbone. Ces carbones, on les prend où? Sur notre malonyl-CoA. Et notre malonyl-CoA, on le fabrique comment? À partir d'acétyl-CoA, dans le cytoplasme. Ici, on est bien du côté cytoplasmique. Dans le foie ou la glande mammaire lactante. Ok. Et un petit peu dans le tissu adipeux, ça c'est des rappels. Ok. Et c'est une étape irréversible qui a besoin de biotine, de l'enzyme n'importe quoi, acétyl-CoA carboxylase. Elle consomme bien du CO2 parce qu'on fait une carboxylation, de l'ATP pour que ça soit irréversible. Enfin, on arrive à la dernière grande étape de notre lipogénèse. Donc cette fois-ci, c'est la biosynthèse des acides gras. Enfin, mesdames et messieurs. Donc cette fois-ci, on va mettre en place, cette partie-là, elle est un petit peu plus complexe, il va falloir s'accrocher. Mais c'est un complexe enzymatique, l'acide gras synthase. Donc l'acide gras synthase, c'est, comme je viens de vous le dire, un complexe multi-enzymatique. Pourquoi? On parle d'homodimère. En fait, c'est un complexe qui va avoir 2 sous-unités qui vont fonctionner ensemble. Donc on va avoir une première, une deuxième, une troisième, et après on va descendre et on va avoir une quatrième, une cinquième, une sixième,
une septième et un bras ACP. Tac, que je marque là. Mais le bras ACP, il pourrait être un peu n'importe où. C'est lui qui va permettre de prendre l'acide, enfin l'acide gras qu'il est en train de fabriquer, et qui va le déplacer en fonction de la sous-unité. Donc là, je vous l'ai mis en fonction des divisions. On a une division de sous-unité et une division fonctionnelle, parce que vous allez avoir la même chose de l'autre côté. En fait, il va être miroir, si vous voulez. Donc là, on a le 4, on a le 5, on a le 6, on a le 7. Et ici, on aurait le 1, le 2, le 3, tac. Donc je l'ai fait rapidement. Et vous voyez le but, ok? Donc E, tac, E, tac. Mais c'est ces deux-là qui vont fonctionner ensemble et ces deux-là qui vont fonctionner ensemble, ok? Ça, c'est la division des sous-unités. Première sous-unité, deuxième sous-unité. Et la division fonctionnelle, première division, deuxième division. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans sa structure, on a une première sous-unité, une deuxième sous-unité, mais dans la fonction, qu'est-ce qui fonctionne avec quoi? On a le côté gauche qui fonctionne ensemble et le côté droit qui fonctionne ensemble. Globalement, c'est ça, on ne se prend pas plus la tête. Donc en fait, chacun va avoir un rôle, ok? Par exemple ici, vous avez le bêta-céto-acyl-ACP synthase, ici l'acétyl-CoA ACP transférase. Bref, je ne vais pas tous vous les dire parce qu'ils vont tous avoir une logique avec la suite de la réaction. Donc qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce que vous pouvez noter, c'est que 1, 2, 3, 4, 5, 6 vont tout le temps fonctionner. Et la 7, elle va fonctionner que quand on va avoir besoin de couper notre acide gras, donc quand il va être terminé. La 7, c'est la thiolase. Ok, moi je mets un petit T, comme ça on se rappelle. Thiolase qui va couper donc notre acide gras terminé. Donc qu'est-ce qui va se passer? Moi, je me disais, j'essayais de le simplifier un maximum, donc je marquais que les titres. Je vais avoir L, C, R, D, R. Pourquoi? Parce que je vais avoir une liaison, puis une condensation, puis une réduction, puis une déshydratation. Bon, j'ai pas la place, déshydratation, puis à nouveau une réduction. Et une fois que je savais ça, je connaissais toutes les étapes de ce qui allait se passer dans mon complexe d'acide gras synthase. En fait, vous allez faire des tours pour rajouter des carbones, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un tour, donc un tour, ce que je veux dire, un tour c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, je vous le marque là. Un tour, c'est quand j'ai fait le tour de toutes mes enzymes de mon complexe enzymatique. Sauf la 7, parce qu'on se rappelle, c'est juste pour couper à la fin. Donc un tour, c'est plus de carbone. Et le but de faire un acide gras, c'est d'avoir un maximum de carbone. On se rappelle que l'acide gras, il va avoir une chaîne aliphatique qui aura cette forme-là. COOH, c'est sa structure, c'est sa définition. Et tout le reste, c'est des carbones. Donc en fait, au début, ça va ressembler à ça. Ok? Puis je lui rajoute 2 carbones. Puis je lui rajoute 2 carbones. 1, 2. Puis je rajoute 2 carbones. Bref, vous avez compris. Et à la fin, ça va ressembler à un acide gras. Et donc, on va pouvoir couper et faire « Ok, c'est bon, on a mon acide gras. » Et on passe à la suite. Voilà. Et les 2 carbones sont apportés, et attention, ça c'est un piège fréquent, par le malonyl-CoA qu'on a fait dans l'étape 2. Ok? Bon, j'espère que jusqu'ici, vous arrivez à me suivre. On va un petit peu détailler les 6 réactions qui peuvent se passer. Ok, bon, j'ai refait du coup juste la sous-unité fonctionnelle. Il faut s'imaginer que là, vous avez les autres sous-unités. Ok, je vais vous mettre 3 petits points pour qu'on comprenne un petit peu mieux. Donc, on a d'abord notre acétyl-CoA qui va être sur E2. Donc là, acétyl-CoA, je marque AC. Il va être sur E2 et on se rappelle qu'on a l'ACP qui agit comme un bras. Ok? Et ce bras, on n'en a qu'un seul. Donc, l'acétyl-CoA est chargé sur E2 et le malonyl-CoA sur E3. Donc là, on s'imagine qu'il va, lors de la liaison, ok, on se rappelle que c'est notre premier, lors de la liaison, j'ai mon bras qui va venir déplacer mon acétyl-CoA pour le mettre sur E1. Donc, pour la liaison, voilà ce qui se passe. Une fois que j'ai fini ma première étape de liaison,
je me retrouve donc avec l'acétyl-CoA qui est sur E1 et le malonyl-CoA qui est sur E3. Maintenant, mon bras peut se libérer et il va gérer le malonyl-CoA pour le mettre sur l'acétyl-CoA. Et là, on passe à notre deuxième étape qui s'appelle la condensation. Donc mon ACP a porté le malonyl-CoA de E3 pour le mettre sur E1 où on va avoir la condensation. Et cette condensation, donc l'acétyl-CoA plus le malonyl-CoA, va me donner le produit qui s'appelle bêta-cétobutyryle, butyryle avec 2 Y, butyryle-CoA, ACP pardon, parce que justement on est lié à l'ACP. Donc ce produit va rester bloqué entre guillemets sur notre bras. C'est pour ça qu'on a la terminaison ACP. Et si on la découpe, en fait, bêta, c'est du coup lié à, enfin bêta-céto. Céto, c'est parce que ça va être une cétone. Et bêta, c'est lié à la position du carbone, là où la fonction cétone est. Butyryle, pourquoi? Parce qu'on a 2 carbones plus 2 carbones, 4 carbones, butyryle, voilà. Bref, pour la décomposition, un petit peu pour mieux comprendre et pour essayer de retenir le bêta-cétobutyryle ACP. Donc maintenant, on a fait fonctionner nos 3 premières sous-unités. Maintenant, on va descendre avec le bras vers la partie fonctionnelle du bas. Donc notre troisième lettre, est-ce que vous vous en rappelez? C'est un R pour réduction. Ok, qui allons-nous réduire? Le bêta-cétobutyryle ACP. Et en quoi est-ce qu'on va le réduire et où? Donc, cette fois-ci, je vais bouger mon bras. Ok, je peux pas faire de l'animation, mais on va s'imaginer que le bras migre de là à là. Tac, on arrive ici avec mon bêta-cétobutyryle ACP. Ok, et ce bêta-cétobutyryle ACP va être réduit en, je vais le marquer en orange encore, en delta 3 hydroxy, tac, hydroxy, butyryle. Je marque butyryle via du coup l'enzyme numéro 4. Et cette réduction va se faire en réduisant du NADPH, on ne se trompe pas, plus H+, qui va être réduit en NADP+. Voilà, parfait. Et comment ça se fait? Alors pour la petite explication, on a dit qu'ici on avait une cétone. Ok, cette cétone, elle va être réduite en alcool. C'est pour ça qu'on utilise la terminaison hydroxy. Et ce changement, du coup, cette fonction alcool, elle va être faite parce qu'on ajoute un H. Et du coup, notre cétone qui était CO va finir alcool en faisant C, terminaison OH. Ok? Jusqu'ici, c'est logique. Ok. La quatrième étape maintenant, ça commence par un D, la déshydratation. Bon là, vraiment, c'est dans le nom, déshydratation. On comprend que, du coup, on va enlever une molécule d'eau. On la déshydrate. Ok? Donc cette fois-ci, on bouge de E4, qui, elle, permettait d'avoir la fonction alcool avec la réduction. Hop. Et maintenant, on va sur E5 pour faire la déshydratation. Donc notre delta 3 hydroxybutyryle va devenir du delta de du delta, non je vais le marquer en dessous comme d'hab, donc du delta trans 2 énoyl ACP. Ok, là ça devient un peu complexe, mais je vous assure que tout est dans le nom. En fait, on forme une double liaison. C'est pour ça qu'on précise trans, parce que c'est la forme, vous vous rappelez, si c'est trans, tac, tac, tac. 6, c'était du même côté. Trans, ça veut dire que c'est comme ça. Ok, les deux groupements, les deux groupements les plus électronégatifs, ils sont sur deux côtés différents. Donc là, trans, et formation d'une molécule, enfin, n'importe quoi, on perd une molécule d'eau, tac, donc on enlève H2O parce qu'on se fait déshydrater pour faire du delta trans 2 énoyl ACP parce qu'on est toujours relié à notre bras ACP. Ok, la dernière étape, c'est la réduction
Donc, réduction par qui? Ça change pas. On est bien dans la lipogénèse. L'hypogénèse, les réductions, on les fait pas avec du NADH, mais bien avec du NADPH. Donc on passe dans notre dernier complexe qui est E6 et qui va nous permettre de réduire le delta trans 2 énoyl ACP en du butyryl, parce qu'on a toujours 4 carbones ACP. Donc on va lui enlever, hop, il est réduit, donc NADPH plus H+, qui va donner du NADP. Et là, ça donne du butyryl. Butyryl ACP toujours. Bon, j'ai plus la place, mais on sait qu'il y a la terminaison ACP parce qu'on est toujours connecté au bras d'ACP. Et qu'est-ce qui va nous permettre de nous détacher du bras d'ACP? C'est à la fin la thiolase qui va venir couper cette liaison. Mais là, du butyryl, vous êtes d'accord que ça ne fait pas un acide gras. C'est trop petit. La plupart du temps, les acides gras, ils vont avoir... la plupart du temps, en fait, ils vont avoir 16 carbones. Donc ça, c'est l'acide palmitique. L'acide palmitique, à 90%, il a 16 carbones et à 90%, on va faire cet acide-là. Donc 16 carbones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, globalement, c'est ça qu'on forme. Donc vous vous imaginez bien qu'avec notre petit butyryl à 1, 2, 3, 4, on est encore bien loin. Donc là, on va faire un premier tour. À la fin du premier tour, on obtient ça. On va refaire un tour, on rajoute 2 carbones. On va refaire un tour, on ajoute 2 carbones. Et à la fin, la thiolase va pouvoir s'exprimer et couper, donc, et hydrolyser, donc avec de l'eau. Elle va pouvoir couper avec de l'eau notre acide gras qui va être formé et du coup pour la plupart du temps l'acide palmitique qui va pouvoir se faire. Voilà, j'espère que vous avez un petit peu mieux compris. Donc la dernière étape, techniquement je ne l'ai pas marqué, mais c'est hydrolysation. Et en fait moi je trouvais ça logique, hydrolysation, j'ai pas la place de l'écrire, mais je trouvais ça logique qu'il y ait liaison, condensation. En fait ça faisait un peu les inverses, enfin je sais pas, lié, puis après j'essaye de montrer lié, puis après il se condensait, puis après c'était réduit, puis après déshydraté, puis une réduction, mais cette fois-ci on hydrate. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, entre chaque réduction, il y a un truc logique lié à l'eau. Je réduis, j'enlève de l'eau, je réduis, j'hydrate. Enfin, vous voyez? Je trouve ça assez logique. Hydrolysation. Bon, c'est pas vraiment j'hydrate, mais vous captez, on coupe avec quoi? Avec de l'eau, parce qu'on utilise de l'eau depuis le début. Je sais pas, j'y voyais une sorte de logique dans ça. Donc bon, j'espère que ça pourra vous aider. Si on récap un petit peu, du coup, on a vu comment arriver notre acétyl-CoA, parce que tout part de l'acétyl-CoA. Donc, notre première grande étape, l'acétyl-CoA qui arrive donc dans le cytoplasme. Ensuite, la carboxylation de cet acétyl-CoA en malonyl-CoA pour pouvoir faire la dernière étape, qui est l'objectif de notre lipogénèse, c'est-à-dire la biosynthèse des acides gras. Et on n'oublie pas que grâce à notre acide gras synthase qui est un complexe multi-enzymatique, on peut faire la liaison, la condensation, la réduction, la déshydratation, la réduction et l'hydrolysation. Voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Ok, je viens de finir le montage de cette vidéo. Du coup, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Je voulais vous faire un petit mot de la fin quand même. Je vais pas le faire trop long, promis. La vidéo est déjà assez longue. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même, que ça vous aura permis d'apprendre un petit peu mieux et plus facilement, parce que le cours a l'air difficile. Le nom des enzymes ou des produits est parfois énorme. Mais quand on comprend, je vous assure que ça passe beaucoup mieux. Donc voilà, j'espère que ça vous aura servi. N'hésitez pas à faire des retours par rapport à ça, même si jamais il y a des incohérences ou si jamais il y a des passages que vous comprenez toujours pas. Il n'y a pas de souci, moi je suis ouverte aux questions. Vous m'envoyez un message en privé sur le forum, tout ce que vous voulez. Et voilà. Et si jamais ça vous plaît, j'essaierai de faire ça pour tous mes cours. Ça prend un peu de temps, mais en vrai, si ça vous sert, je le ferai. Voilà. Des gros bisous et bon courage pour la suite.